va commencer la remise des prix 2016. On va commencer par un prix très particulier qui nécessite de la part du jury d'ailleurs beaucoup de sagacité. C'est le prix de la stratégie disruptive. Jingle! Disruptif. Aujourd'hui, Jean-François, ce mot est mis à toutes les sauces. Tout le monde est disruptif. Macron est disruptif. Morandini est disruptif, très disruptif. Qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie disruptive? Alors, disrupter un marché, c'est prendre un marché, le perturber, remettre en cause le système ou l'écosystème existant, soit par une innovation technologique, soit par une innovation de service, la plupart du temps en combinant les deux. Et ce prix de la stratégie disruptive est remis à une start-up qui particulièrement pense avoir un potentiel de marché très significatif en disruptant son marché. On peut le mesurer scientifiquement. On peut le mesurer et j'en profite pour faire une annonce puisque nous sortons demain à l'échelle européenne avec la chaire entrepreneuriat de l'ESCP Europe, une étude européenne sur la manière d'industrialiser la distribution. La disruption pour en fait faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises à fort potentiel de croissance en Europe, parce que c'est là que ça se passe, c'est que là les emplois se créent, et donc cette étude sort demain. Et puis j'en profite aussi parce que j'ai l'oreillette qui me dit 2-3 choses dans les oreilles. Ouais, pour faire voter les questions. Et il faut voter. Et quand vous votez, ce n'est pas le nom de l'entreprise. C'est le numéro. C'est le numéro. On vous les remontrera tout à l'heure, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par ailleurs, vous pouvez aussi poser des questions par le hashtag #PELA pour que l'on puisse tout à l'heure prendre dans les questions du public celles qui seront posées à tel ou tel lauréat. Donc vous aussi, vous participez à la cérémonie de ce soir. Alors, la stratégie disruptive. Ils sont 7 candidats. Il faut être tout sauf des mercenaires. Il faut avoir l'esprit plus corsaire que mercenaire. Donc ce ne sont pas les 7 mercenaires, ce sont les 7 disrupteurs de l'année. On va voir s'afficher à l'écran leur nom, le nom de leur entreprise. La plupart d'entre eux sont avec nous ce soir et donc le lauréat pourra monter sur scène. Et nous allons les présenter. Le premier à concourir pour le prix de la stratégie disruptive, c'est Charles Christori. Il vient du nord de la France et il mène l'entreprise Addictiz. C'est un expert dans l'engagement d'audience des marques par le jeu, sur web, sur mobile. Alors on connaît l'Addictiz Box, l'Addictiz qui propose une solution clé en main qui est 100% personnalisable. Vous serez bientôt addict à l'Addictiz. Le second candidat, Doctolib, se sont mis à 3 pour fonder Doctolib, Jessie Bernal, Stanislas Niox-Château et Yvan Schneider de la région Île-de-France. Imaginez, Christophe, demain matin, oublie son écharpe. Peu probable, mais on ne sait jamais. Évidemment, il attrape froid. Pas de souci, Doctolib est là. Doctolib offre une application mobile, un service de rendez-vous pour les médecins et une expérience renouvelée pour les patients. Recherche et prise de rendez-vous en quelques semaines. Et livraison d'écharpe garantie. Exactement. Un E, un 4 et un V, ça donne I4V. C'est Denis Gounod qui est là, il vient de l'Ouest pour défendre cette entreprise, pour la représenter. I4V fournit des batteries pour véhicules électriques. Ils sont déjà plus de 5000 à circuler avec une batterie I4V. Physiki a été fondé par Julien Lavaux dans la région Est. Physiki propose sous forme d'application mobile un coach sportif virtuel sans matériel en moins de 30 minutes. Pourquoi tu as toutes les entreprises dont le nom est facile à prononcer et moi tous les trucs, il faut que je fasse attention. Là par exemple, ITEN. Faut savoir qui écrit les fiches. ITEN, Fabien Gaben, région Auvergne-Rhône-Alpes. ITEN, société spécialisée dans le stockage et la redistribution d'énergie. Là encore pour des batteries, mais ce sont des micro-batteries, alternatives bien entendu aux piles boutons. Nayao Technologies, Émeric Barthès de la région Sud-Ouest. Nayao Technologies développe, assemble et commercialise des robots agricoles et viticoles pour faciliter les exploitants agricoles. Toutes les sources vidéo peuvent devenir des contenus délinéarisés, enrichis, transformés en réseaux sociaux pour réinventer la façon de consommer la télévision. C'est Wild Mocha qui fournit ce service. Christian Livadiotti et Thomas Mengui nous viennent de la région Méditerranée. Alors voilà. Nous avons lu la liste des 7
disrupteur de l'année. Une seule entreprise va l'emporter. Et pour cela, je vais demander à Arnaud Codou de nous rejoindre. C'est lui qui remettra le trophée et qui ouvrira l'enveloppe. Arnaud Codou. Bonsoir Arnaud, et arrive avec vous ce magnifique trophée que l'on connaît bien maintenant. Alors de ce côté-là, vous ne voyez rien parce que derrière, il va y avoir le nom du vainqueur. Le jury a délibéré et nous saurons dans quelques instants qui est récompensé. Avant cela, Arnaud, c'est pas facile de soutenir financièrement, d'accompagner le développement de disrupteurs. Faut faire attention où on met les pieds, ça peut être piégeux, ça peut être un risque excessif. Comment on fait? C'est une bonne question. C'est pas facile, mais c'est grisant. C'est d'abord du plaisir. Quand on a la chance, c'est un peu un métier de chercheur d'or. Hein. On parlait tout à l'heure des pépites, des gens qui vont vraiment transformer. Ils ne sont pas très nombreux. Quand on a la chance d'en tenir un, on a d'abord envie de le suivre. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se méfier de soi-même. C'est-à-dire qu'on a tellement envie d'y aller qu'il faut quand même aussi un petit peu réfléchir à ce qu'on fait. On a envie de suivre des gens qui rayonnent, qui sont des boules d'énergie. On a envie de les suivre, on a envie de les financer. Il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait avec ces sous, en bon financier qu'on est malgré tout. Voilà, donc le premier risque finalement pour nous, c'est cet équilibre entre l'envie de toujours faire plus, de toujours accompagner, et le besoin malgré tout de gérer un PNL comme tout le monde, j'allais dire. C'est une décision collective à BPI France ou c'est le chef qui décide? Du coup, et c'est clé dans tous les fonds d'investissement comme ça l'est chez nous, la prise de décision est toujours collective. Il n'y a jamais de prise de décision individuelle, ça c'est juste pas possible. Le chef d'entreprise, lui, est souvent soit seul, soit avec des associés qui sont complètement dans le même tunnel que lui, donc il faut à un moment donné se donner le recul nécessaire, associer beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a une décision collective du management et une décision éclairée par beaucoup d'experts extérieurs en général. C'est ce qu'on fait le plus. Voilà. Et ensuite, quand on y va, il y a deux choses à savoir. Il faut savoir que quand on tient une fusée, il faut savoir l'amener sur orbite. Donc il faut l'accompagner jusqu'à l'orbite. Il faut avoir les moyens de le faire. C'est pour ça qu'on est là. On peut suivre un tour, 2 tours, 3 tours. Et il faut savoir serrer les boulons. L'entrepreneur, il est là pour faire ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas la peine en fait, de réinventer, qui sont les mêmes pour toutes les boîtes. Il faut bien gérer. Plus on va vite, plus il faut bien gérer, plus il faut que les boulons soient serrés. Ça, c'est des choses qu'on peut surveiller, voire faire en partie. En tout cas, on peut beaucoup accompagner. Et de plus en plus, les grands fonds français comme étrangers et nous, on accompagne les entreprises. Ça nous sécurise, nous, et ça permet à l'entrepreneur d'aller plus vite. Allez, la première enveloppe de la soirée, elle est pour vous, Arnaud. Il faut ouvrir. Suspense. Alors, le prix de la stratégie disruptive 2016 est attribué à Jessie, Stanislas et Yvan pour Doctolib. Bravo. Doctolib, Doctolib, il faut nous rejoindre sur scène. Ils arrivent côté jardin. Bravo à tous les trois. Bravo à tous les trois. Je vais donc pouvoir oublier mon écharpe. Venez au centre de la scène, venez avec nous. Venez au milieu de nous. Alors Jean-François, c'est une histoire récente, Doctolib, mais c'est une belle histoire. 2013, Stanislas, Jessie et Yvan créent Doctolib, mais ce n'était pas leur première aventure. Après un parcours déjà réussi et des belles histoires entrepreneuriales riches en succès avant cette création, les trois fondateurs ont construit donc une plateforme qui rassemble aujourd'hui, je suis sûr que les chiffres ont déjà évolué, c'est ce qu'ils vont nous dire tout à l'heure. Moi, j'ai 12 000 médecins et présents dans plus de 400 établissements de santé. La société dispose déjà d'une trentaine de bureaux répartis en France et en Allemagne. Et puis, vous avez aujourd'hui 5 millions de visiteurs par mois. Vous étiez 3 quand vous avez fondé, aujourd'hui vous êtes 260, j'espère pas me tromper. Et en fluidifiant le parcours pour le patient, le parcours du soin, Doctolib a pour ambition d'être un nouvel usage, le réflexe Google de la santé de demain. Et pour en savoir plus, on va regarder la vidéo. Allez, vidéo. Vidéo Doctolib. Doctolib, c'est le premier service en France de prise de rendez-vous sur Internet de professionnels de santé pour les patients. Et pour les professionnels de santé, c'est un outil de gestion qui permet d'optimiser leur activité de consultation. Aujourd'hui, le parcours de soins, il est très complexe, très opaque. C'est très dur de trouver de l'info sur un médecin, de s'orienter
vers un médecin, de prendre un rendez-vous, les délais de rendez-vous sont très longs. Doctolib, ça permet de répondre à l'opacité du parcours de soins. Doctolib est fondamentalement social et sociétal puisque l'essence même de la boîte, c'est fluidifier l'accès aux soins pour les patients et changer le quotidien de 500 000 professionnels de santé. La spécificité de Doctolib, c'est, je pense, d'avoir une vraie culture d'entreprise réunie autour du SPA, service, passion, ambition, attaque, humilité. On a recruté 260 personnes en 3 ans et on espère avoir un peu la même culture sur ces 260 personnes qui travaillent jour et nuit pour créer ce service nouveau pour les patients et les professionnels de santé. L'objectif, c'est d'être le leader de la prise de rendez-vous sur Internet de professionnels de santé en France et en Allemagne. Une fois qu'on aura changé le quotidien des patients et des praticiens sur ces 2 marchés, on ira internationaliser notre concept dans toute l'Europe. L'objectif, c'est d'être 2000 dans 3 ans. Et donc, ce qui nous motive le plus, c'est construire cette équipe, cet esprit d'équipe et avoir l'impact qu'on a sur la vie des Français, même si on n'a rien créé, on n'a pas changé la donne dans la santé, mais on a quand même 5 millions de Français sur notre site chaque mois. Quel est le moment qui a été le plus déterminant dans la construction de Doctolib? La rencontre avec mes associés. La rencontre avec Stan et Yvan. Pour moi, il y en a un, c'est quand j'ai trouvé Yvan et Jessie. Il me fallait des associés techniques qui soient capables de travailler jour et nuit pour créer le meilleur logiciel et les meilleurs services pour les patients. L'événement dont je suis le plus fier dans l'histoire de Doctolib, c'est les premières réservations en ligne, puisque c'était la preuve que ce qu'on venait de construire en chambre était bel et bien un service qui avait d'avenir et qui allait permettre aux gens de prendre leurs rendez-vous médicaux directement sur Internet. Ce qui me motive le plus au quotidien, c'est de voir l'évolution de notre produit, les nouvelles fonctionnalités qu'on sort pour apporter plus de services à nos utilisateurs et de voir comment nos équipes s'impliquent pour arriver à ces objectifs-là. J'étais sportif de haut niveau en tennis dans une autre vie et ça a une place prépondérante dans la culture de la boîte. Dans le sport comme dans l'entrepreneuriat, il faut attaquer, s'entraîner, progresser, se remettre en question. Et donc sport et entrepreneuriat, pour moi, c'est presque la même chose. Doctolib, quelle belle aventure. Soignez mieux, soignez plus vite. On a eu beaucoup d'informations dans la vidéo. Arnaud, une question quand même pour les lauréats, l'un ou les 3? Quand même pour les 3. Une question en 2 temps. Stanislas, tu parles beaucoup déjà dans la vidéo de culture d'entreprise. On est convaincus, nous, qu'on ne passe pas de 0 à 300 en créant une boîte solide sans une énorme culture d'entreprise. Donc comment vous avez fait tous les 3 pour en arriver là, pour créer cette culture concrètement et être 300 aujourd'hui avec une vraie boîte en 3 ans? Et à partir de là, où est-ce que vous allez? Donc on parle de l'Allemagne. Ce n'est pas forcément un modèle qui se duplique facilement dans plein de pays. C'est quoi votre vision de la santé demain? Ouais. Alors déjà, je voudrais vous remercier. Merci EY, l'Express, merci le jury. Je voudrais remercier Yvan et Jessie. Comme je l'ai dit dans la vidéo, probablement la meilleure décision que j'ai prise en 3 ans. Je voudrais remercier ma femme qui est dans la salle et avec qui je travaille depuis 10 ans maintenant. Et jour et nuit depuis 3 ans, et donc je voudrais la remercier. Remercier mes équipes aussi. Et donc pour répondre précisément à ta question, en fait, oui, on a recruté 300 personnes en 3 ans. Aujourd'hui, on a recruté une Dream Team, la Dream Team du début, qui après n'a cessé de se constituer. On a une Doctolib Academy tous les mois, avec 20-30 personnes qui arrivent chaque mois. On a le SPA, Service Passion, Attaque, Ambition, Humilité. On a des Docto Training, Docto Bible, enfin bref. En fait, dans une start-up, une idée, elle importe peu. Seule une équipe compte, je pense que vous le savez tous. Et sur un business d'exécution comme le nôtre, on a un projet à horizon 20-30 ans. Et donc, seule l'équipe, le service et l'exécution comptent. Et sans la culture, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a 2 projets entrepreneuriaux, nous. Le premier, c'est créer un campus avec 10 000 personnes réunies autour du même projet. Alors, est-ce que c'est 10 000, 2 000, 1000? On n'en sait rien. C'est plus la théorie. Par contre, c'est notre premier projet. Et notre second, c'est de changer le quotidien des gens. Comme je le dis dans les vidéos, on n'a pas inventé de vaccin. Par contre, on essaie de fluidifier l'accès aux soins avec Doctolib. On essaie de transformer les établissements de santé. Et donc ça, c'est les 2 projets entrepreneuriaux desquels découle notre vision. Sans ça, il n'y a rien. Le SPA, je pensais que c'était autre chose, le SPA. Alors une question encore. Une question parmi celles que vous avez posées. Jean-François, c'est toi qui choisis. Alors quelle question parmi celles qui ont été posées? Je choisis la question, mais avant je donne une information. Nous sommes à 500 votes. Très bien. Votez, c'est pas fini, vous êtes beaucoup plus que 500. Nous devrions largement dépasser ce chiffre. Alors j'ai la lourde responsabilité de prendre la question du public. Donc
Je vais prendre la dernière, c'est rencontrez-vous des freins lors de la sensibilisation des praticiens, donc les médecins. Ça va être facile, ça. Non. Enfin, oui, il y a beaucoup de freins pour sensibiliser les médecins. Effectivement, c'est un public, c'est des clients qui sont très compliqués. Effectivement, c'est eux qui vont, quand ils parlent à leurs patients, leur donner des recommandations, leur dire ce qu'ils doivent faire. Et on est un peu, nous, les premiers à aller les voir en disant, bah non, en fait, c'est pas comme ça que vous devriez travailler. Pour prendre maintenant vos rendez-vous en ligne, il va falloir un peu changer vos méthodes de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute une équipe qui sont plus que des commerciaux, qui sont vraiment des consultants et qui vont aller chez les médecins, voir leur organisation, qui vont aller dans les cliniques et dans les établissements de santé, former toutes les secrétaires, les praticiens, les aides médicaux et faire en sorte que leur façon de travailler soit compatible avec la prise de rendez-vous par Internet. Eh bien, le trophée va être remis maintenant aux 3 lauréats qui n'en forment qu'un, l'entreprise Doctolib, par Arnaud. C'est Arnaud qui va prendre cet objet, le retourner pour qu'on voit maintenant vers le public. Pour ne pas le faire tomber. Voilà. Et le transmettre, il pèse son poids. Ça pourrait être une courbe de température d'un malade ou un histogramme biologique, mais non, c'est le trophée qui signale votre croissance. Croissance de l'activité, croissance de l'emploi. Bravo. Bravo à vous. Vous pouvez sortir par jardin. Vous passez devant le piano, vous allez en coulisses jardin, vous attendez là-bas des tas de festivités, le photocall, une vidéo en direct sur Periscope. Ce n'est pas fini, la carrière d'un lauréat commence à peine. À peine. Tiens d'ailleurs, à propos de carrière, il faut songer à celui du prix du public. Je vous rappelle que vous pouvez tweeter à la fois ce soir vos réactions, #PELA, et puis vous devez voter. Voter pour choisir parmi ces 6 entreprises, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, celle qui aura le prix du public. Uniquement le numéro de la start-up. On est au-delà de 500, ça doit monter, tout le monde doit voter ce soir. Allez, faites un choix, vous avez là des activités très diverses.